Bonjour, nous allons aborder dans ce cours l'effet de la température sur l'enthalpie de réaction. L'enthalpie d'une réaction est définie à une température T. On peut déterminer sa valeur à une autre température T', et ce en construisant un diagramme de S. Les valeurs des enthalpies de réaction sont données par les tables thermodynamiques à 25 degrés C. Nous pouvons exploiter ces données pour établir un cycle de S qui nous permettra de déterminer l'enthalpie de réaction à une autre température T'. Considérons une réaction où tous les constituants sont à l'état gazeux. C'est le cas le plus simple. Cette réaction se déroulant à une température T et à une enthalpie ΔRHT. Considérons cette même réaction qui se déroule à une température T'. Nous pouvons établir un cycle de S en introduisant les transformations correspondant à chacun des constituants lorsqu'il passe d'une température T à T'. L'enthalpie de cette transformation, c'est la chaleur sensible qui s'écrit sous la forme nu-A intégrale de T à T', Cp de A dt. De même pour le constituant B, lorsqu'il passe de T à T', on a nu-B, l'intégrale de Cp de B dt, et la même chose pour C et pour D. On choisit un sens positif pour le cycle et on compare le sens de transformation par rapport au sens positif. Pour la première transformation, qui correspond à ΔHT', on a la flèche bleue et la flèche rouge sont de même sens, et donc on écrira ΔHT'. Ensuite, pour les transformations à droite du cycle, on a les deux flèches bleues en sens contraire à la flèche rouge, et donc on écrira moins nu-C intégrale de T à T', Cp de C dt, et moins nu-D intégrale de T à T', Cp de D dt. Et pour la transformation correspondant à la réaction à la température T, on a la flèche bleue en sens contraire au sens positif, et donc on écrira moins ΔH de réaction à la température T. Et finalement, pour les deux flèches à gauche, les deux transformations à gauche du cycle, on a les flèches bleues dans le même sens que le sens positif, et donc on écrira plus nu-A intégrale de T à T', Cp de A dt, et plus l'intégrale de nu-B, Cp de B dt. Et la somme de toutes ces enthalpies est égale à 0 puisque on a une transformation cyclique. Alors si les capacités thermiques sont indépendantes de la température, c'est-à-dire des constantes, on pourra les sortir des intégrales et donc on obtient l'expression ΔH RT' égale à ΔH plus la somme des nu-I Cp des produits, c'est-à-dire C et D, et moins la somme des nu-I Cp des réactifs, c'est-à-dire A et B, multiplié par T' moins T. Alors l'expression somme des nu-I Cp des produits moins somme des nu-I Cp des réactifs est notée ΔRCp. C'est ΔCp de la réaction. Et donc on écrira ΔHT' égale à ΔHT plus ΔRCp ΔT. Il ne faut pas oublier que ΔRCp, ce n'est pas la somme des Cp des produits moins Cp des réactifs, mais c'est la somme des coefficients stoichiométriques fois Cp des produits moins la somme des coefficients stoichiométriques fois Cp des réactifs. Alors cette expression est valable si les Cp, on a dit, sont indépendantes de la température. C'est la loi de Kirchhoff. C'est le cas le plus simple parce qu'on n'a pas de changement d'état physique lorsqu'on passe de la température T à T',
et que les CP sont constantes, c'est-à-dire ne dépendent pas de la température. Donnons un exemple. Réaction de CO avec O2 pour donner CO2. On nous demande de déterminer l'enthalpie de cette réaction à 600 degrés C en utilisant l'enthalpie de cette réaction à 298 K. Alors, nous pouvons constater tout d'abord que tous les constituants sont à l'état gazeux. Et donc, lorsqu'on passe de 298 K à 600 degrés, c'est-à-dire 873 Kelvin, les constituants vont rester toujours à l'état gazeux. Parce qu'on a augmenté la température, ils sont déjà à l'état gazeux, donc ils vont rester à l'état gazeux. Et donc, il n'y a pas de changement d'état. Si les capacités thermiques sont constantes, on les sortira de l'intégrale. Sinon, on va les garder sous l'intégrale. Et donc, delta H de la réaction à 873 sera égal à delta H à 298 plus l'intégrale de 298 à 873 des CP des produits. Donc ici, on a deux produits, donc voilà 2 CP de CO2 moins CP des réactifs, donc CP de O2 et moins 2 CP de CO, le tout dt. Donc si les delta RCP, si elle est constante, ne dépend pas de T, on la sort de l'intégrale et on aura delta RCP fois T final moins T initial, c'est-à-dire 873 moins 298. Si ce n'est pas le cas, il faut exprimer les CP en fonction de la température et faire l'intégration de cette fonction. Si on nous demande de faire le cycle de S, il suffit de faire les transformations comme ce qu'on a vu dans les diapos précédentes. Deuxième exemple, on nous donne une réaction, la réaction de formation de l'eau liquide qui s'écrit entre 0 degré C et 100 degré C de la forme H2 gaz plus 1,5 de eau de gaz donne H2O liquide. C'est-à-dire que dans l'intervalle 0 degré C, 100 degré C, on a H2O qui reste à l'état liquide. On nous demande de déterminer l'enthalpie de cette réaction à 350 K. 350 K, est-ce que c'est une température supérieure ou bien inférieure à 100 degrés C? 100 degrés C, ça fait 373 Kelvin. Donc on peut remarquer que cette température est inférieure à 373. Donc l'eau va rester à l'état liquide. Et donc on pourra conclure qu'il n'y aura pas de changement d'état lorsqu'on passe de 25 degrés C à 350. Les capacités calorifiques ou bien thermiques sont constantes, ils ne dépendent pas de la température, et donc on pourra appliquer directement la formule de Kirchhoff sans changement d'état et avec des capacités constantes. Donc le delta H de formation de l'eau à 350 sera égal à delta H de formation à 298 plus l'intégrale de 298 à 350 CP des produits, donc ici c'est CP de H2O liquide, moins les CP des réactifs multipliés par le coefficient stoichiométrique, donc ça fait CP de H2 et 1,5 CP de O2 dt. Et donc on sort le delta CP de réaction, il est indépendant de la température, donc on le sort de l'intégrale, et on aura intégrale de dt qui va donner T final moins T initial. Dans l'application numérique, il ne faut pas oublier que les delta H de réaction sont en général donnés en kilojoules par mol, alors que les capacités thermiques sont données en joules par Kelvin et par mol. Et donc, il ne faut pas oublier le facteur de conversion 10 puissance moins 3 pour avoir la même unité. Et tout calcul fait, on aura moins 284,1 kJ par mol.